Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Frédéric, pose-toi avec nous et écoute ce qu'on t'a préparé. Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banh Mi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Banh Mi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve un dimanche sur deux pour un nouvel épisode. Pose-toi avec moi et écoute ce que je t'ai préparé. Alors bonsoir à tous, je suis Linda. Bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 de Banh Mi Podcast. Pour cette saison 2 qui commence aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné et filmé par Sébastien Kong et son équipe. Merci à Marie et à Vincent. Cet épisode est enregistré pour la première fois avec un public. Donc merci à tous d'avoir fait le déplacement et d'être venus jusqu'à nous. Banh Mi a la chance de participer à la programmation Nouvelle Voix, un événement organisé par le Media Lab 93 avec La Ruche en partenariat avec le Ground Control. Merci aux organisateurs et partenaires de nous offrir cet espace. Ce soir, dans le premier épisode de la saison 2 de Banh Mi Podcast, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Shaw. Salut Frédéric, comment tu vas ? Ça va très bien. Alors Frédéric, tu es acteur et réalisateur. Le public t'a découvert grâce à ta participation dans le Jamel Comedy Club. Tu es également connu pour ton rôle dans le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Et tu as coécrit et incarnes le personnage principal du film Made in China, qui est sorti en 2019. En 2015, tu publies une autobiographie intitulée « Je viens de si loin », dans laquelle tu te livres sur ton parcours, l'exil de tes parents, depuis le Cambodge à la France, en passant par le Vietnam, là où tu es né. Alors, coïncidence du calendrier, on te retrouve ce soir sur Canal+, dans le film documentaire co-réalisé avec Clémentine Arnaud, « Pourquoi nous détestent-ils, nous, les migrants ?» Alors moi, je l'ai regardé et c'est vraiment un super documentaire qui est nécessaire et d'utilité publique. Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ce film documentaire et qu'est-ce qui t'a plu dans le projet ? Déjà, moi, je connaissais un peu la série. Aujourd'hui, c'est la saison 4. Et c'est vrai que quand le producteur m'a contacté, en fait, j'avais peur qu'il me propose pourquoi nous détestent-ils, nous, les Chinois. Parce que, bon, on a compris que j'étais asiatique et moi, je voulais pas faire ça. Mais heureusement, il m'a proposé, en fait, sur la thématique des migrants. Et je me suis rendu compte, en fait, parce que souvent, quand on pense d'un migrant, on pense souvent à une personne venant, en fait, d'Afrique ou de Syrie. Mais au final, en fait, la communauté asiatique aussi a fait partie de ces migrants. Et donc, j'avais toute crédibilité, en fait, à faire ce projet-là. Et après, j'ai réfléchi et je me suis dit, OK, on y va. Donc, ça m'a permis d'ancrer des choses sur l'histoire de mes parents et surtout de mettre des images sur leur parcours et ce qu'ils ont vécu. Je l'ai dit en intro, tu es comédien, scénariste, tu as été humoriste. Aujourd'hui, tu es réalisateur. Le point commun, c'est de raconter et de retranscrire des histoires. Comment est née cette passion d'écrire ? En fait, c'est un hasard, tout simplement. C'est-à-dire que la volonté d'exprimer des choses, sauf qu'à un moment donné, quand on voit dans le schéma de l'audiovisuel, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont mon profil. Et je me suis dit, je vais raconter mes histoires de façon sincère et j'ai le sentiment qu'il y a un propos universel. Et je me suis rendu compte de ça dans mes projets où des gens se sont reconnus, qui m'envoyaient des messages hyper touchants en me disant dans ton histoire je me suis reconnu et au final il y a une vraie universalité dans ça. Alors Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Toi, Frédéric, dans quelle mesure tu es lié à l'Asie ? Depuis que je suis ancré dans ça, depuis que je suis gamin, à travers forcément mes parents et moi j'ai le sentiment d'être la jonction entre l'Asie et la France. J'ai souvent défini en fait chez moi, dès que je sortais de chez moi, il y avait mon palier, j'avais l'impression de franchir une frontière et j'étais en France et quand je rentrais chez moi j'étais en Asie et tout simplement voilà, je jongle entre les deux. Donc tu es né au Vietnam, c'est ça ? Ouais, je suis né à Saigon, je suis arrivé en France, j'avais 6 mois et voilà, après j'ai beaucoup voyagé en Asie aussi.
Et quelle langue tu parles du coup à la maison Alors, en fait, mes parents sont d'origine chinoise, ils ont vécu au Cambodge. Et je fais partie de la communauté de Tétiu. En fait, c'est une province de la Chine. Et je parle le Tétiu, c'est un dialecte chinois. Et en Chine, il y a plus de 26 dialectes. Donc, j'en parle un des 26. Tu as publié Je viens de si loin en 2015. Tu as coécrit le film Made in China en 2019. Là, en 2021, tu co-réalises le documentaire avec Pourquoi nous détestent-ils les migrants. Donc tu as fait un livre, un film, un docu qui parle du déracinement et ton rapport avec tes origines et ta terre d'accueil, la France. Il y a une auditrice de Banni Podcast qui m'a écrit et elle m'a dit « Je viens de si loin m'a fait prendre conscience d'un tas de choses relatives à nos origines. » Est-ce que toi, Frédéric, tu as toujours eu cette envie de creuser et d'écrire sur ton identité ? Oui, parce que pour moi, tu l'as très bien défini, la thématique principale de tous mes projets, c'est l'identité, le déracinement. Parce que quand j'ai grandi, en fait, j'ai fait un rejet de mes origines, je me suis toujours posé la question, en fait, comme j'étais physiquement différent, je connaissais pas mon histoire, mes parents m'ont jamais raconté leur histoire, et un jour, je pense que plus on évolue dans la vie, et plus on sait, en fait, son histoire et son ancrage et son identité, et plus l'adversité de la vie n'a pas de prise sur toi. Et c'est comme ça qu'en fait, ces thématiques-là est très ancrée dans tous mes projets. Et en fait, tu dis que tes parents ne t'ont jamais raconté leur histoire, mais est-ce que toi, tu as osé leur poser la question ? Ben, forcément, oui, parce que quand j'ai commencé à développer le projet de mon livre, Je viens de si loin, il était nécessaire pour moi d'aller vers eux pour remplir des espaces vides de mon histoire. Et c'est vrai que c'était très compliqué parce que la pudeur asiatique fait que c'était pas évident pour eux de se remémorer en fait des moments très difficiles. Donc j'ai dû passer par des stratagèmes incroyables et ça a mis un peu de temps. Mais au final, ils se sont délivrés et en fait, ça a été une sorte de thérapie pour moi. C'était la meilleure thérapie que j'ai pu avoir dans le sens où grâce à ça, on a pu échanger. Grâce à ça, on s'est remémoré des choses. Grâce à ça, en fait, on a pleuré ensemble, on a rigolé ensemble et il y a un truc qui s'est renforcé. Et moi, j'invite tout le monde en fait à revenir vers ses proches et à connaître un peu son histoire. Et vous découvrirez en fait qu'il y a des choses incroyables qu'on peut creuser. Et surtout, il y a un lien qui va se créer en fait qui est très fort avec vos proches. Dans le documentaire Pourquoi nous détestent-ils les migrants que tu as co-réalisé avec Clémentine Arnaud, tu rencontres différentes personnes, des historiens, des chercheurs, leaders de mouvements, des sans-papiers, et tu fais intervenir ton père dans le film et tu dis « Vous êtes témoin d'une rare discussion que j'ai eue avec mon père au sujet de son exil, parce que chez nous c'est tabou. » Est-ce que du coup cette discussion, elle a changé quelque chose dans vos rapports ? Est-ce que tu vois ton père différemment ? C'était une continuité du livre en fait, parce que c'est vrai que mon père, dans les rendez-vous que j'avais avec lui pour mon livre, c'était en huis clos, donc c'était soit chez moi, soit chez lui. Là, il y avait des caméras, c'était autre chose. Et en fait, à la base, c'était pas. Mon producteur m'avait demandé en fait d'interviewer mon père, et j'avais refusé parce que je trouve que si moi j'ai envie d'être personnalité publique et d'être devant la scène, ça ne concernait que moi. En revanche, mon père, c'était autre chose. Lui, il refusait. Et le problème qui s'est posé, c'est qu'en fait, j'avais pas d'autre alternative. Et je lui ai dit, papa, si tu n'interviens pas sur ton parcours, en fait, le film, il prend moins de sens. Donc j'ai insisté, il m'a dit, si c'est important pour toi, je le fais. Et du coup, on y trouve c'est un moment effectivement extrêmement rare et hyper touchant que j'ai partagé avec mon père. Est-ce qu'il a eu les images ? Non, pas encore. En fait, mon père, il regarde pas mes projets, il comprend pas tout. Donc, mon père ne parle pas très bien français, et c'est vrai que il est très content que je fasse ça, mais il comprend pas toutes les subtilités en fait. Mais il est très content. Il dit quelque chose de très fort à ce moment-là, quand il intervient. Il dit « Les enfants, s'ils ne voient pas ce que c'est la difficulté, ils ne savent pas ce que c'est la vie. » C'est au moment où tu lui dis, en fait, le papa de Frédéric Shaw lui demandait d'apprendre 5 mots dans le dictionnaire par jour, et tu lui disais, c'était vraiment horrible, et c'est ça qu'il dit. Parce que pour lui, en fait, il voulait pas que son fils soit
soit comme son papa, c'est-à-dire que mon père il maîtrisait pas la langue française, donc il m'a acheté un dictionnaire très tôt et il m'a dit tu dois apprendre cinq mots par jour. Donc à un moment c'était compliqué parce que dans chaque définition de mot, il y avait des mots que je comprenais pas, donc forcément je devais retrouver la définition. Et c'était pénible, mais j'ai compris en fait sa démarche, c'était que sa volonté à lui, c'est que j'étais armé en fait pour la vie future qui m'attendait, quoi. Il dit aussi, tu lui demandes s'il se sent chinois, cambodgien, français. Et il te dit, je me sens français, j'ai la chance que la France nous accueille. Toi, Frédéric, tu te sens quoi ? Un peu comme lui, c'est-à-dire que moi, je me sens, comme je disais tout à l'heure, je me sens à la fois français, à la fois chinois, à la fois vietnamien, à la fois cambodgien. Tout ça fait partie de mon identité et je compose avec tout ça. J'ai le sentiment de piocher en fait les bons côtés de chaque identité et d'en faire ma propre identité. Alors on a la chance aujourd'hui d'être dans la programmation de Nouvelle Voix, organisée par Media Lab 93 avec la Ruche Paris en partenariat avec Ground Control. Et dans la programmation, il y a des personnes, plein de personnes hyper inspirantes qui portent des projets culturels et médias. Et souvent, c'est des personnes en reconversion, comme moi. Le point commun, c'est qu'on entreprend sur ce qui nous fait vibrer. Et on a aussi, pour certains et certaines d'entre nous, cette question de légitimité. Toi, Frédéric, tu te destinais à des études d'ingénieur, il me semble. Enfin, c'est ce que ton père espérait pour toi. Et en fait, dans ta vie, tu as été steward, humoriste, acteur, écrivain, réalisateur. Aujourd'hui, tu es producteur. D'où te vient cette force d'oser faire ce que tu fais et ce que tu entreprends ? Moi, je pense que l'élément moteur, en fait, pour moi, c'est qu'est-ce qui donne sens à ma vie ? Qu'est-ce qui donne sens à ce qu'on se lève le matin et qu'on fasse une journée remplie ? C'est simplement des projets qui nous tiennent à cœur. En l'occurrence, ça a été, dans un premier temps, je pense que c'était une forme de reconnaissance, en fait. Donc j'ai commencé à vouloir exister à travers le théâtre, dans l'idée de désacraliser le regard que les gens pouvaient avoir sur moi. Après, ça a été de fil en aiguille la volonté de creuser sur les questions de l'identité. Et après, je me suis dit qu'en fait, l'art était le meilleur composant en fait pour pouvoir et le meilleur outil en fait pour pouvoir décrypter ces thématiques-là. Donc, j'ai utilisé tous les supports artistiques qu'on m'offrait. Et pourtant, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu avais fait une école de théâtre ? Est-ce que t'étais, non, moi j'ai commencé le théâtre à 26 ans, donc c'était pour te dire. D'accord. Voilà, j'ai commencé très tard. Mais comment est-ce que tu t'es dit, ça y est, je vais le faire, je vais aller sur la scène du Jamel Comedy Club En fait, c'était une opportunité. Toute ma vie a été des opportunités que j'ai saisies. Et après, le curseur qui fait que ça marche, c'est que je travaille beaucoup, quoi. Comment je me suis retrouvé sur le Jamel Comedy Club, c'est qu'un jour, on m'a repéré parce que je suis monté sur scène. On m'a dit, c'est pas mal ce que tu fais, vas-y. Donc, je suis revenu. Et ensuite, on m'a donné l'opportunité de faire la première partie de Jamel Debbouze. Ensuite, j'ai trouvé on est venu me voir, on m'a dit je suis agent artistique, est-ce que tu veux que je te représente ? J'ai passé des castings et après voilà, c'est comme ça. On m'a proposé plein d'opportunités et tu les as saisies à chaque fois en fait. Ouais, parce que ça donnait sens en fait. Ça donnait sens à ce que je voulais faire en fait. T'étais aligné avec ce qu'on te proposait. Ouais, être centré c'est trop important en fait. Tu travailles en ce moment sur le tournage Notre-Dame, La part du feu, qui va être diffusé sur Netflix. Quelle différence tu peux voir entre tes débuts et aujourd'hui, dans les rôles qu'on te propose ? Alors moi, c'est vrai que quand j'ai commencé, alors je resitue, c'était il y a 15 ans. Donc il y a 15 ans, quand on me fait passer un casting pour jouer en fait un personnage dans le cinéma, mais moi j'y voyais comme une opportunité de dingue. C'est-à-dire que de me dire que je serais dans un film qu'on verra au cinéma. Et effectivement, mon premier rôle que j'ai incarné, c'était un vendeur de cartes postales, en fait, asiatique avec un accent à opéra. Mais c'était un film de Costa Gavras. Moi, je suis passionné par ce réalisateur et je voyais pas, en fait, cette notion de nourrir encore des clichés. Donc j'ai fait ça. Le Jamel Comedy Club aussi. En fait, j'ai raconté juste, en fait, des particularités de ma vie, des rapports que j'avais avec mon père, ma mère, et ça faisait rire. Mais après... plus j'évoluais dans la vie et plus je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie de nourrir ça encore ? Et ça a été encore plus fort le jour où je suis devenu papa,
où je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants? Qu'est-ce que je peux faire, en fait? Et il y avait aussi, parallèlement à ça, ma communauté asiatique était stigmatisée, en fait. Il y a eu des choses qui sont passées ces derniers temps et qui étaient assez discriminants. Et je me rappelle, ma compagne de l'époque m'avait dit, mais à quoi ça sert tout ce que tu fais aujourd'hui si tu n'essaies pas de faire bouger les lignes? Donc, je me suis posé la question et j'ai écrit Made in China. Parce que Made in China, en fait, parle d'une famille asiatique avec ses difficultés et ses particularités de la culture asiatique. La pudeur, les valeurs en fait de l'excellence dans les études, parfois le fait d'occulter un petit peu qui on est et ses rêves, parce que le poids de la culture asiatique est très forte. Voilà. Donc, et encore aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de m'efforcer de faire, de faire changer les mentalités, et tout passe par l'art, je trouve. Merci Frédéric, parce que c'est, je pense, un peu grâce à toi, tu as ouvert la voie en quelque sorte sur d'avoir des représentations en fait sur une scène humoristique, dans les films, le fait d'écrire un livre, de poser ses mots sur son identité, sur ses racines. Et peut-être qu'on les avait en nous et qu'on n'avait pas cet exutoire, et de voir quelqu'un le faire nous donne aussi à nous envie de s'exprimer. Et je pense que Banni Podcast existe aussi grâce à quelqu'un comme toi qui, 15 ans auparavant, a ouvert un peu la voie sur d'avoir des représentations asiatiques en France. Non, mais je suis très content, merci d'ailleurs, mais je m'aligne au même titre que de plein d'autres de personnes qui sont sur des voies différentes. Je pense à Raphaël Yem qui est journaliste, je pense à Alphonse Areola qui est sportif, je pense à plein d'autres gens qui sont dans différents domaines et qui en fait sont des gens inspirants pour pouvoir en fait peut-être révéler d'autres personnes de la culture asiatique, enfin de la communauté asiatique, qui peuvent se dire moi j'ai envie de m'identifier à lui. Moi quand j'étais gamin, c'est vrai qu'il y avait personne de mon physique. Et moi, ce qui m'inspirait quand j'étais gamin, c'était le Cosby Show, parce que c'était la première fois qu'on voyait des gens qui n'étaient pas blancs dans une série, quoi. Ouais, c'est vrai que je pense qu'on s'identifiait à ça parce que on voyait peut-être de manière générale voilà des clichés du français qui va être blanc, blond, aux yeux bleus. Enfin, moi par exemple, je l'avais déjà dit dans un autre épisode de podcast, mais j'aurais voulu être journaliste. Bon là, je le suis pas, je fais juste un podcast, mais j'aurais aimé être journaliste. Et en fait, j'ai jamais passé le pas parce que je voyais aucun journaliste d'origine asiatique, et donc du coup, je me suis dit jamais je trouverai du travail. Donc voilà, je pense que tu as été un des pionniers à avoir cette représentation. Donc merci encore Frédéric. Mais moi, il y a un truc aussi, c'est que quand on me dit non, ça m'énerve. Ça m'énerve, et en fait, je me dis, la personne qui veut pas mon projet ou qui veut pas m'écouter, c'est pas la bonne personne qui va m'accompagner sur ce projet-là. Et je pense qu'on est suffisamment nombreux sur Terre, et c'est pas un problème. Je vais en parler à d'autres personnes, il y a d'autres producteurs, il y a d'autres réalisateurs, il y a d'autres auteurs. Et quand en fait, à un moment donné, ce projet ou ce que je raconte prend sens avec l'autre, tu crées des synergies et les choses se font, tout simplement. Mais sur d'autres voies. Donc, chaque fois qu'on me dit non ou qu'on me dit c'est pas possible, je peux pas l'imaginer, je peux pas le concevoir en fait. Est-ce que tu as eu un déclic dans ta vie qui fait que tu vois, genre à chaque fois, tu vas, tu fonces en fait dans tout ce que tu fais? Est-ce qu'il y a eu un déclic qui a provoqué tout ça chez toi, où tu te dis maintenant j'ai plus peur, j'y vais? Ouais, je crois que c'est mes enfants. Depuis que je suis devenu papa, en fait, il y a des choses que je fais vraiment beaucoup de choses pour comment dirais-je, en plus ils sont là mes enfants. C'est ça qui est ouf. Ils ont 2 et 4 ans, et j'ai envie de me dire voilà, mon père il a fait ça, il y avait des choses qui étaient impossibles à l'époque, et en fait, il a quand même pris son courage à 2 mains et il a pété des plafonds de verre, quoi. Voilà. C'est un peu pour rendre hommage à nos parents, quelque part? Oui, complètement. En fait, moi je dis souvent, ce que je fais inconsciemment, c'est pour regagner la dignité perdue de mon père, quoi. Tu vois, qui a subi, qui est un survivant du génocide cambodgien, qui a fait un parcours incroyable entre quitter Phnom Penh et marcher pendant 6 mois jusqu'à Saigon, ensuite arriver en France, dans un pays qu'il connaît pas, une langue qu'il connaît pas, une culture qu'il connaît pas,
les us et coutumes qu'il connaît pas et comment il fait pour survivre. Moi, la personne pour qui j'ai le plus d'admiration, c'est mes parents. C'est beau, merci. On t'a revu il y a quelques semaines sur une scène humour avec des acolytes du Jamel Comedy Club, Nioum Diawara, Yacine Bellouz, Dedo, Amel Chabi, Fabrice Eboué, Waïd Bouzidi. C'était comment de retrouver la scène? Alors, il faut rappeler un truc, ça fait 10 ans que je suis pas monté sur scène et ils m'ont appelé un jour et ils m'ont dit voilà, ça fait 10 ans, ce serait bien qu'on remonte sur scène pour juste retrouver des sensations. Ce qu'on a vécu pendant 4 ans, c'était extraordinaire et voilà. Et est-ce que ça te dirait? Mais moi, j'étais pétrifié parce que j'avais pas fait ça depuis 10 ans. Donc, je me suis retrouvé dans des scènes ouvertes avec des jeunes stand-uppers qui avaient 15 à 20 ans. Et du coup, j'ai repris des sensations, j'ai pris des bides aussi. mais voilà, après, j'ai retravaillé mes textes et ça s'est super bien passé de retrouver mes potes il y a 15 ans. Et comment est-ce que tu trouves que l'humour a évolué entre il y a 10 ans et maintenant? Je trouve qu'il est beaucoup plus intelligent parce qu'en fait, il y a des choses qu'on peut plus dire, il y a des choses qu'on peut plus faire. Et je trouve qu'en fait, il est beaucoup plus subtil et fin. Est-ce que maintenant tes blagues sont plus fines qu'avant, du coup? Moi, en fait, j'ai l'impression d'être une arnaque parce que j'ai fait du stand-up et de l'humour parce qu'il n'y avait rien pour moi. Mais en fait, ma vraie volonté pour moi, c'était de faire du cinéma. Et c'était un tremplin que j'ai utilisé en fait pour pouvoir basculer. La preuve, j'ai jamais fait de spectacle de ma vie. Donc c'était vraiment un outil, le stand-up, pour basculer vers autre chose qui prenait sens pour moi. En parlant de cinéma, Frédéric, est-ce que tu as des projets, des actualités, des choses sur lesquelles tu écris, dont tu voudrais encore partager? une fois, ça rejoint toujours la même chose. Moi, je rêve de faire un film d'action depuis 12 ans. Et je me suis toujours dit, en fait, c'est impossible pour moi. Et le Covid, en fait, a été un levier incroyable pour moi parce que le temps où je suis resté 1 mois et demi chez moi, je me suis dit, mais je vais attendre quand, en fait? Donc, j'ai créé ma boîte de prod, j'ai écrit un film et ça va être sur Netflix l'année prochaine, donc je vais le tourner l'année prochaine. Voilà, donc je vais mettre des tatanes à tout le monde. Super. Et ouais, mais je pense que le Covid, en fait, ça a changé beaucoup de choses chez plein de gens. Moi, je devais pas faire du podcast et en fait, j'ai commencé à écrire pendant le confinement. D'ailleurs, grâce à André qui est ici ce soir, et c'est comme ça que j'ai commencé mon blog, et puis après que tout a évolué et que j'ai décidé de faire un podcast. Donc ça fait du mal et ça fait aussi du bien. Ça nous a permis de nous observer un peu plus et d'être un peu plus en introspection. Mais l'adversité, c'est un formidable levier pour se transcender. Et l'adversité de rester 1 mois et demi cloîtré chez toi, qu'est-ce que tu fais pendant ces 1 mois et demi? Moi, j'ai cogité et puis je me suis dit, j'ai envie de vivre en fait des choses qui prennent sens. Je dis beaucoup ça, mais c'est vrai, qui prennent sens pour moi. Donc j'ai écrit ce truc-là, j'ai écrit 4 autres projets de série et je le développe avec ma boîte de production. Est-ce que tu manges des banh mi, Fred? J'adore ça. J'ai grandi avec des banh mi, forcément. C'est quoi ton banh mi préféré? Qu'est-ce qu'il y a dans ton banh mi préféré? Alors moi j'aime bien avec, tu sais, c'est une charcuterie vietnamienne. Cha. Ouais, bon, moi je parle pas vietnamien, mais c'est ça en fait. Tu mets ça avec du magi, carottes, coriandre et c'est tout, concombre aussi. Ouais. Voilà. On adore le banh mi. Quel est le plat qui représente le plus ta famille et qui te fait sentir chez toi? C'est une soupe Phnom Penh. Je sais pas si les gens y connaissent. C'est une soupe cambodgienne. Ouais, voilà. Et ça, voilà, moi je suis tombé dedans comme Obélix depuis que je suis tout petit. Et en fait, j'ai besoin vraiment de manger asiatique 4 fois par semaine, minimum. Ouais. Ouais. Et ça, je dois en manger peut-être 2 ou 3 fois par semaine. Quelles sont tes dernières découvertes en lien avec l'Asie que tu aimerais partager avec nous? Ça peut être des films, de la musique, des artistes asiatiques ou venant de la diaspora asiatique. Quel est le dernier film que tu as vu et qui t'a touché? Alors, en fait, comme je disais, je suis très dans la volonté de mon projet de film d'action. Je regarde beaucoup de films coréens et je suis passionné de films coréens. Et il y a un film que je recommande sur Netflix qui s'appelle Night in Paradise, Une nuit au paradis. Et c'est un film coréen sur un revenge movie, c'est canon. Est-ce que tu as des influences d'acteurs ou d'artistes Ah si. Alors, j'ai vu un film dernièrement au cinéma qui est juste magnifique. Ça s'appelle
Blue Bayou, et c'est avec Linda Fan. Je vous rappelle, Linda Fan, c'est une actrice française qui a eu c'est la première actrice asiatique à avoir eu un César, et elle est incroyable, et le film est bouleversant. Je vous recommande. Ouais, j'en ai beaucoup entendu parler. Je sais pas si vous avez regardé Blue Bayou dans la salle, mais il paraît qu'il est hyper émouvant. Ouais, carrément. Tu peux raconter un peu l'histoire ? C'est l'histoire d'un Asiatique en fait, qui vit aux États-Unis, qui a été adopté, et à un moment donné, en fait, il commence à fonder une famille, sauf qu'il n'a jamais renouvelé ses papiers, et un jour il se fait arrêter, on voit qu'il n'a pas de papiers, qu'il ne les a pas régularisés, donc on est obligé de le faire ramener en Corée. Sauf qu'il a une famille aujourd'hui. Donc c'est un dilemme incroyable, et c'est une injustice incroyable, et c'est encore d'actualité, et c'est bouleversant. Alors, la vie, c'est comme un banh mi. D'ailleurs, on a des banh mi, il me semble. Des banh mi qui nous ont été offerts et apportés par Philippe du food truck, Cha Food Truck. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour les banh mi, c'est trop bien. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ça, qui connaissent pas par contre? Les banh mi? Qui ne connaît pas les banh mi? Levez la main. Qui connaît pas? Vraiment? Tiens, je te le donne. Bon appétit. Alors, la vie, c'est comme un banh mi, il faut la remplir avec les meilleurs ingrédients. Quel ingrédient sublimerait ton banh mi? Donc, en gros, qu'est-ce qui sublimerait ma vie, c'est ça? Ta vie, ouais. Moi, je fais tout en sorte pour être dans l'harmonie, parce que, en fait, le but ultime d'une vie, c'est quoi? C'est d'être heureux, tout simplement. Et moi, j'aime bien faire les choses d'une façon harmonieuse. Donc, l'harmonie. Merci Frédéric. Est-ce que tu as une musique avec laquelle tu voudrais finir ce premier épisode de la saison 2 de Banh Mi Podcast, et pourquoi tu veux cette musique? Moi, il y a un artiste, c'est même pas un artiste, c'est une légende. Je pense que c'est la dernière légende vivante, c'est Stevie Wonder. Et il y a une musique que j'adore, c'est For Once in My Life. Et je l'écoute, j'ai une période de ma vie, je l'écoutais tous les matins, ça me mettait la pêche. Voilà. Et est à vous. Merci Frédéric. Merci à vous. Merci Cha Food Truck. Merci Media Lab 93. Merci La Ruche. Merci le Ground Control. Merci à Sébastien Kong et son équipe. Merci à la team Banh Mi. Et merci à vous, le public, d'être venu jusqu'ici. Et merci Linda. Merci. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Vous pouvez lui donner de la force en vous abonnant à Banh Mi Podcast, en le partageant autour de vous et en lui mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez des idées pour les invités, si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire sur la page Instagram ou Facebook banhmi.podcast ou sur ma page perso Linda Nguyen. Merci aux 237 contributeurs du crowdfunding qui ont permis de lancer la saison 2. Merci à vous qui écoutez Banh Mi Podcast, qui le partagez à ceux que vous aimez, et pour vos bonnes ondes, et à bientôt pour les prochains épisodes. Pour ne louper aucun épisode, abonnez-vous à Banh Mi Podcast sur YouTube, Spotify, Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me.